En introduction, quelques mots sur Nextmove. Alors, Nextmove, on est l'ancien Moveo, hein, mais on est toujours les mêmes, toujours là pour comme un pôle de compétitivité. On a toujours vocation à soutenir l'innovation, donc de vos projets innovants, qu'ils soient monopartenaires ou collaboratifs. On fonctionne un peu comme un club, toujours. On est donc sur un territoire identifié, la Normandie, l'Île-de-France, mais pas que, on a aussi des membres plus largement en France. Donc on rassemble sur une thématique ciblée qui est la mobilité, des entreprises de toute taille, donc de la start-up au grand groupe, des laboratoires et organismes de recherche et des établissements de formation et bien sûr des collectivités. Au sein du pôle, donc vous pouvez intégrer le réseau, donc industriel, innovant et dynamique, renforcer votre potentiel technologique par des projets notamment, trouver des financements pour ces projets, c'est aujourd'hui pour cela qu'on est là, et trouver des partenaires, bien sûr, pour mener ces projets ou, après ces projets, des clients. Alors, Vincent, si tu peux juste... Excusez-moi, petit problème technique. Je parlais de mobilité de façon plus précise. On travaille aujourd'hui chez Nextmove à travers 4 axes. Le premier, c'est la mobilité à faible empreinte environnementale. Le second, c'est la mobilité sûre, autonome et connectée. Ensuite, il y a tout ce qui est services de mobilité, qui vont être les nouveaux services de mobilité, et l'excellence industrielle et opérationnelle. Notre ambition, c'est d'incarner, d'animer et de promouvoir la Mobility Valley. Ce qu'on appelle la Mobility Valley, c'est un territoire d'excellence européenne, parce qu'on parlait de niveau français et régional, mais vraiment, on s'inscrit dans le niveau européen. Vous allez le voir aujourd'hui, des appels à projets européens que vous êtes présentés. Donc, où sont inventées, développées et expérimentées et industrialisées les solutions de mobilité nouvelles qui vont permettre de relever les défis. Au programme aujourd'hui, donc on va continuer avec une présentation de notre partenaire DSC, des consultants, et présenter plusieurs appels à projets, donc le CORAM, l'appel mobilité routière automatisée, infrastructure de services connectés et bas carbone, la stratégie d'accélération batterie, solutions, technologies innovantes pour les batteries, IDEMO régionalisé, Innoveup, donc le classique de la région Île-de-France, le lycée accélérateur et diagnostic Europe, où on aura là donc un retour d'expérience sur la candidature à ces appels à projets, et l'appel Eurostar. On aura aussi un moment de questions et réponses, donc je vous demanderai de bien vouloir couper vos micros pendant toute la présentation et de ne pas forcément couper les présentations pour pouvoir justement garder vos questions à la fin et que ce soit plus lisible pour tout le monde. Et on terminera ensuite notre webinaire. Je vais laisser la parole à Florian, donc, qui représente DSC aujourd'hui. Oui, merci Marie. Donc Florian Rocher, consultant confirmé chez DSC Consultant. Donc DSC Consultant, c'est une société de conseil en stratégie et financement de l'innovation, fondée il y a plus de 30 ans maintenant et toujours dirigée par Dominique Carlac, qui est l'actuelle vice-présidente du MEDEF. Et donc, nous sommes une entreprise de bientôt 50 collaborateurs en forte croissance et avec une expertise donc, dans l'accompagnement de clients sur plus de 2100 missions qui vont donc des clients de la start-up à des grandes entreprises, notamment du CAC 40. Et nous sommes reconnus aussi auprès des opérateurs de financement public avec le label BPI France Excellence et dans notre secteur d'activité avec la présidence donc, de l'association des conseils en innovation. Donc sur la slide suivante, vous verrez donc les 5 piliers sur lesquels nous accompagnons nos clients. Donc le premier pilier sur l'éclairage et l'accompagnement dans la définition de stratégies de développement des entreprises, que ce soit sur l'innovation, mais également sur le développement économique en général. Le deuxième pilier qui va nous intéresser aujourd'hui sur l'accompagnement dans l'obtention de financement, notamment public, pour les entreprises, donc définition de stratégie et obtention des financements, avec donc plus de 1,4 milliard d'euros d'aides levées dans notre histoire. Le troisième pilier sur le pilotage donc, de projets d'innovation ou d'investissement en interface entre nos clients et les opérateurs de financement public.
Un quatrième pilier sur la mise en place d'une stratégie d'affaires publiques et de communication d'influence grâce à notre réseau tissé depuis plus de 30 ans, donc auprès des institutions publiques, que ce soit sur le financement, mais même de manière plus générale au sein du gouvernement, par exemple. Et enfin, l'accompagnement dans la valorisation de technologies sur le marché et la pénétration de nouveaux marchés pour vos technologies. Enfin, donc nous travaillons avec des clients de secteurs très variés, ça va de la santé, l'agroalimentaire, l'énergie, mais également les mobilités. Donc vous voyez une sélection de nos clients actuels en mobilité, que ce soit sur l'aérien, le ferroviaire et le routier, bien sûr. Je vais donner la parole, merci Florian, pardon. Je vais donner la parole à Geoffroy Martin. Merci Marie, merci Florian. Bonjour à tous. Geoffroy Martin du pôle NextMove. Je vais vous dire quelques mots là sur quelques appels qui sont ouverts et qui vont. On entend très très mal. Hein. Est-ce que c'est mieux comme ça? Non, on t'entend de loin, Geoffroy, en fait. Il y a de très très loin. Est-ce que c'est sur le casque? J'ai l'impression un peu. Je ne sais pas si tout le monde entend Geoffroy. Moi, pas du tout. Pas du tout. Très peu, très mal. Est-ce que vous m'entendez? Un peu mieux. Non, toujours pas. Ça n'a pas changé grand-chose. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Non, c'est toujours pareil. Rien. C'est de loin pour moi. Un problème sur le volume du micro, je ne sais pas. Mais... Parce qu'on entend un peu, mais très faible. Non, mais je vais changer l'ordinateur. Excusez-nous pour ce petit problème technique. Voilà, Geoffroy est de retour. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Beaucoup mieux, je pense. Beaucoup oui. Merci. Ah, par contre, j'ai pas de retour. Ok. Désolé pour ce petit problème technique. Donc, au niveau du CORAM, donc CORAM, ça veut dire Comité d'orientation pour la recherche automobile et mobilité. Donc, c'est un appel assez générique hein, qui est vraiment dédié à tous les projets mobilité que vous pourriez avoir et dont l'objectif est d'accélérer la mise sur le marché de technologies, de services ou de solutions ambitieuses, innovantes et durables en matière de mobilité. Donc, ça va des phases de recherche industrielle jusqu'à la démonstration un peu plus aval de systèmes dans leur environnement opérationnel. Donc, ça peut concerner des projets qui sont soit individuels, soit collaboratifs, avec des TRL qui sont en début de projet compris entre 4 et 6 et qui doivent arriver à des niveaux entre 6 et 9 en fin de projet. On peut aller jusqu'à l'échelle industrielle, hein, comme vous le voyez avec un TRL 9, jusqu'à une ligne pilote. Les projets sont compris entre 24 et 48 mois. Les critères de sélection sont assez classiques, hein, c'est le caractère innovant, la capacité du porteur à mener à bien le projet. L'éco-conditionnalité, qui est vraiment un sujet très important. Hein. Parfois, on a certains porteurs qui se sentent pas vraiment concernés parce qu'ils ont l'impression que leur projet a peu d'impact environnemental. C'est un sujet aujourd'hui qu'il faut absolument traiter et objectiver au maximum. Et puis, évidemment, en termes de critères, l'impact économique. Sur le CORAM, donc, il est particulièrement attendu des projets portés par des acteurs émergents, donc des acteurs qui ont vocation à vraiment changer de dimension grâce à ce dispositif. Ou alors, on attend également des projets qui auront une forte composante décarbonation. L'opérateur est BPI-France. En termes de financement, donc les budgets démarrent à 1 million d'euros pour les projets portés par une PME seule ou une ETI seule. On passe à 2 millions pour les projets collaboratifs avec des PME et pour les grands groupes,
Pour les projets portés par un grand groupe, il faut être à 4 millions d'euros minimum. Il est attendu que les grands groupes qui participent au Coram ne soient pas en dessous de 500 000 euros de budget, dans le cas où ils sont partenaires. Le financement se fait en subvention et en avance récupérable. Donc vous voyez qu'on peut monter quand même à des taux de financement qui sont assez importants, puisque ça peut monter jusqu'à 80% pour les PME. Alors dans le cadre de la recherche industrielle, hein, dès qu'on passe en développement expérimental, le taux baisse un petit peu. Et la part entre subvention et avance remboursable est de 75% maximum pour la subvention. Donc vous aurez au minimum 25% d'avance remboursable sur votre financement. Donc ça se négocie au moment de l'instruction approfondie avec les instructeurs. Donc en termes de deadline, donc, la prochaine est le 8 novembre 2022. Il y a eu un relevé intermédiaire le 9 juin dernier. On a eu assez peu de projets hein, sur cette relève, donc il n'y a pas d'inquiétude quant à la disponibilité des fonds sur cette deuxième relève, sachant qu'il y a 250 millions d'euros qui sont budgétés par an sur 5 ans sur cet appel Coram. Et donc, vous voyez le lien de l'appel juste en bas de page. Alors, je passe maintenant aux stratégies d'accélération. Donc, je vais aller un petit peu plus vite sur les deux stratégies d'accélération qu'on vous présente, parce qu'elles sont assez similaires dans leur fonctionnement au Coram. La seule chose, c'est qu'elles sont vraiment orientées d'un point de vue technique. Donc, la première stratégie d'accélération, c'est mobilité routière automatisée, infrastructure de services connectées et bas carbone. Donc là, vous voyez que c'est vraiment thématisé. Donc, si vous avez un projet mobilité, mais qui touche à ces thématiques-là, on vous conseille, nous, d'aller directement sur cet appel, même si dans le cadre du cahier des charges de l'appel Coram, il est bien mentionné que si vous candidatez au Coram, le projet pourra être redirigé sans redépôt de la part du porteur vers un appel thématisé qui est adapté au projet que vous présentez. Donc, on est à peu près sur les mêmes critères. À noter hein, qu'il y a toujours un bonus pour les projets collaboratifs en termes de financement et que les projets soutenus par la PFA et ou par les pôles de compétitivité ont plus de chances d'être financés et ça se vérifie d'ailleurs en termes de statistiques de financement. Donc là, la date limite de dépôt pour cet appel est le 11 janvier 2023. Et on a une autre stratégie d'accélération qui, elle, concerne plutôt les batteries et les solutions et technologies innovantes pour les batteries qui se clôture, elle, le 10 janvier 2023. En termes de budget, on est à peu près sur les mêmes montants. Les TRL, c'est pareil. Et en termes de durée, c'est pareil. Et donc, vous voyez que là, il y a 4 thèmes sur cet appel. Donc, composants nécessaires à la fabrication des cellules des batteries lithium-ion, nouvelles électrochimies de batteries réduisant notamment les prélèvements en cobalt et en nickel, les procédés de fabrication et de reconditionnement des batteries, et les systèmes et packs batteries. Alors, tout ce qui touche au recyclage, hein, par contre, ça a plutôt vocation à aller dans la stratégie d'accélération recyclabilité, recyclage et réincorporation des matériaux, qui est plutôt opérée par l'ADEME hein, de mémoire. Voilà, et donc vous avez le lien en bas de page encore une fois, et vous aurez accès bien évidemment à tous ces slides. Je passe ensuite à l'appel IDEMO régionalisé, donc qui est un nouvel appel qui vient de sortir. En fait, c'est le successeur du PSPC Région. Donc celui-ci est sorti en Île-de-France, donc il concernera du coup les entreprises franciliennes uniquement, même si ça n'empêche pas des entreprises hors du territoire de participer. Elles devront par contre mobiliser les financements dans leur région. Donc à condition évidemment qu'il soit ouvert. Donc nous, typiquement sur le territoire du pôle, il est ouvert en Île-de-France, mais pas en Normandie. Donc les collaborations avec des entreprises normandes seront compliquées, ou en tout cas devront se faire en autofinancement sur cet appel. Par contre, il est ouvert dans d'autres régions qui pourront donc mobiliser des financements pour leurs entreprises.
Donc, sur IDEMO régionalisé, donc c'est la déclinaison régionale de l'IDEMO national, donc avec des projets pour un budget compris entre 1 et 4 millions d'euros. Ce sont des projets collaboratifs forcément, avec au minimum 2 partenaires, donc une PME ou une ETI et un partenaire de recherche académique au minimum, et maxi 5 partenaires. La durée de ces projets est comprise entre 24 et 60 mois. Les critères de sélection sont assez habituels, hein, donc je ne vais pas revenir dessus. Et puis, il y a plusieurs thématiques qui sont mentionnées en Île-de-France. Donc, les solutions pour la décarbonation des mobilités courtes et longues distances, l'hydrogène, la réduction de l'empreinte carbone des activités industrielles, la ville durable et puis les solutions pour l'industrie du futur. Donc en termes de budget, on est entre 1 et 4 millions d'euros. Si vous dépassez les 4 millions, donc on a plutôt vocation à aller sur IDEMO. Et puis donc le financement, chose importante à signaler sur cet appel, se fait intégralement en subvention, avec des taux compris entre 20 et 55%, et on a une bonification de 5 points pour les projets labellisés par un pôle de compétitivité sur cet appel. Donc pour les PME, ça peut aller du coup jusqu'à 60% de financement en subvention. Chose très appréciable sur cet appel également, c'est qu'on a de la visibilité sur les 3 prochaines années. Donc on a la prochaine relève là, qui se fait le 28 octobre, le 26 octobre 2022, et vous avez accès à toutes les dates de relève jusqu'au 28 octobre 2025. Donc ce qui permet quand même de préparer sereinement son projet et son dossier en ayant connaissance de ces dates suffisamment en amont. Voilà pour les appels que je devais vous présenter. Merci Geoffroy. Je reprends donc la main pour vous présenter InnovUp Région Île-de-France. Alors il y a pas mal d'InnovUp actuellement. Là, c'est vraiment l'InnovUp classique porté par la région Île-de-France. L'objectif, c'est donc de soutenir des entreprises qui portent un projet de recherche, de développement et d'innovation, ou un projet d'innovation de produits, de procédés, de services et d'innovation sociale. Alors, c'est un appel à projet qui est destiné aux TPE, PME, ETI ou associations. Il a été remanié il y a quelques temps. À une époque, c'était quelque chose qui visait à financer surtout le test en fait, de votre solution, de votre technologie, de votre service, le test sur terrain. Aujourd'hui, depuis quelques temps déjà, le spectre en fait, de cet appel s'est élargi. C'est beaucoup élargi pour pouvoir financer des projets à des états de maturité différents. C'est-à-dire que cet appel à projet va pouvoir financer des projets qui vont traiter plus de faisabilité, donc valider l'idée, l'opportunité technique, technologique et économique du projet. Donc voilà, des projets qui sont encore assez amont. Ensuite, ça va permettre de financer des travaux de recherche, de développement, de prototypage. Et ensuite, ce qu'on retrouvait dans l'InnovUp, disons l'ancien InnovUp, c'est-à-dire tester une innovation en conditions réelles avant sa mise sur le marché. Je m'arrête un peu sur ce point-là, parce que c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Nous, au niveau des PME, TPE qu'on peut voir, c'est parfois quelque chose qui peut être utilisé pour faire des premiers tests avec un futur client ou de montrer vraiment que votre solution fonctionne en fait sur le terrain, et ensuite d'avoir vraiment des arguments ensuite pour aller convaincre vos futurs partenaires ou clients. Il faut savoir que le projet ne doit pas forcément, il peut, mais ce n'est pas forcément obligatoire, répondre simplement à un des stades de maturité. Vous pouvez faire un peu de travaux de recherche et ensuite faire financer aussi dans le même projet en fait du test. Donc c'est un appel à projet qui peut être assez intéressant pour ça. Je précise aussi que le fait qu'il soit simplement francilien et pas national permet aussi forcément un peu moins de concurrence que sur les appels nationaux. Par rapport à la territorialité, il doit être donc réalisé en Île-de-France et ce caractère territorial est important parce qu'il doit présenter des perspectives crédibles de retombées économiques positives pour le territoire. C'est-à-dire que si la région vous finance, vous devez pouvoir montrer que vous allez donc avoir un peu de développement économique, si je puis dire, que ce soit en termes d'emploi, que ce soit en termes de nouveaux marchés,
pour votre entreprise ou association. Donc c'est opéré par BPI France et la région. Le financement va jusqu'à 500 000 € en subvention, qui peut être complété jusqu'à 3 millions d'euros en avance remboursable. Et c'est un appel à projet où il n'y a pas de deadline et de date de relevé. C'est un appel à projet au fil de l'eau, donc vous pouvez déposer quand c'est le plus opportun pour vous. J'en ai terminé pour Innoveuve. Je donne donc la parole à Vincent. Bonjour à toutes et tous, donc Vincent Lemot, responsable affaires européennes du pôle NextMove. Aux côtés de Florian de DSC, je vais présenter l'EIC Accelerator. Donc je vais faire une présentation globale du dispositif, un peu sa logique, ses modalités de financement, et puis Florian fera un retour étape par étape voilà, sur les conseils à vous apporter. Donc l'EIC Accelerator, c'est un dispositif qu'on voulait présenter, tout simplement parce que quand on pense Europe, on pense souvent à grands projets collaboratifs difficiles à monter, mais il y a aussi des dispositifs pour start-up et PME qui permettent de déposer seuls, et ici c'est le cas, donc c'est en monopartenaire pour start-up ou PME. La logique, c'est vraiment de financer des innovations de rupture pour lesquelles un financement important est nécessaire avant de générer du profit. Donc ça vise vraiment les startups et PME à fort potentiel de croissance, et ça vise en fait à les rendre plus attrayantes pour les investisseurs. Donc s'il y avait finalement deux expressions à retenir pour se dire si on va aller ou pas sur ce dispositif, c'est vraiment présenter une innovation à haut risque et à haut potentiel. Je vois parfois des PME, des startups qui veulent, lorsqu'elles font la demande d'aide, aller en dessous du montant maximum qui est proposé. Ici, c'est pas la logique. L'UE financera, finance bien, mais il faut présenter une innovation à haut risque et à haut potentiel. Donc, c'est intéressant. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ça peut être ouvert. Il y a une partie de cet appel qui est ouvert et une partie qui est thématique. Donc, ça ne change pas grand-chose de toute façon pour vous. Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez cette innovation à haut risque, à haut potentiel, et si vous répondez en fait aux priorités de l'UE et aux priorités de France 2030, vous allez avoir vos chances là-dedans. Donc, tout simplement, c'est indépendance énergétique, transition écologique, transition numérique. Tout ça, ce sont des priorités partagées de l'UE et de la France. Et donc, si vous rentrez dedans, vous allez pouvoir de toute façon déposer sur le volet ouvert de l'appel. Les challenges, ils changent d'année en année. Là, c'est pas encore totalement défini pour 2023. Il y a justement un comité de programme aujourd'hui qui est en train de un peu d'élaguer les sujets retenus, mais par exemple, il y aura, est pressenti un sujet stockage de l'énergie, batterie pour usage stationnaire comme usage mobile. C'est pas encore définitif, mais de toute façon, on voit que les sujets que vous partagez tous dans ce webinaire peuvent très bien s'appliquer pour le IC Accelerator. Donc, pour ce qui est du financement, alors parfois on voit au pôle donc des PME, des startups venir et vouloir demander surtout la partie subvention et pas la partie investissement. Le IC Accelerator depuis 2021 et sous ce nouveau cadre de financement, on est vraiment dans une logique de mixer les deux. La demande d'aide, il faut faire, ce sera maintenant plus la règle que l'exception, aller sur une partie subvention et une partie investissement. Donc la subvention, en fait, elle vise à couvrir la partie activité d'innovation, en fait, TRL 6 à 8. Elle peut aller jusqu'à 2,5 millions d'euros, et en fait, ça couvrira 70% des coûts éligibles hein, sur ces activités d'innovation. Et puis, la partie investissement, c'est pour les étapes d'après. C'est pour aller vers la commercialisation. Et ça peut se situer entre à peu près un demi-million et 15 millions d'euros, même s'il y a des exceptions pour aller au-dessus. Et là, on est dans une logique donc on appelle capital patient, donc c'est de 7 à 10 ans. C'est vraiment le fonds EIC qui vient co-investir pour finalement donner une crédibilité et pousser, comme je disais, rendre plus attrayant pour les investisseurs privés. Donc c'est quelque chose qui est intéressant. Et comme on le voit, là, l'idée, c'est que c'est déjà été testé et validé et on va vraiment aider à la commercialisation. Tout au long de ce processus aussi seront proposés des services d'accélération parce qu'il ne s'agit pas que de financement, il s'agit aussi d'être aidé pour aller vers cette commercialisation. Donc, juste avant de laisser Florian faire un retour sur chaque étape, juste en fait pour résumer, donc avant, il y avait beaucoup trop de dépôts qui étaient refusés. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des pré-filtres
Et il ne faut pas voir ça comme un fardeau, mais plutôt vous allez très vite savoir en fait si vous êtes dans les clous ou pas. Lorsque vous vous inscrivez sur la plateforme, il y a un autodiagnostic qui vous donne un peu une évaluation préalable de ce que vous pouvez espérer. Alors, c'est pas prohibitif, vous pouvez déposer quel que soit le diagnostic, mais ensuite il y a cette proposition courte qui est assez légère. Florian reviendra dessus, mais il s'agit d'un deck de 10 slides, d'une vidéo de 3 minutes et d'une réponse à un court questionnaire. Et ensuite, on a un go-no-go pour aller vers en fait une proposition complète. Donc, il y a 4 experts. Jusqu'ici, il fallait 2 experts pour donner un go pour passer à une proposition complète. Là, il y a des tractations, voir si on monte à 3 go sur 4 ou pas. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment ce pré-filtre pour aller vers une proposition complète. Et ensuite, on va vers le dépôt complet qui, lui, a une deadline. C'est-à-dire que sur la proposition courte, vous pouvez déposer quand vous voulez, mais quand vous êtes en étape 2, il y a des deadlines. J'ai mis à l'écran les deadlines pressenties. Encore une fois, elles ne sont pas définitives, mais vous voyez qu'il y en aura plusieurs dans l'année. Voilà. Enfin, dernière partie, l'oral devant le jury d'investisseurs. Et là, DSC aura pas mal de conseils à donner là-dessus. Retenez juste qu'à chaque étape, ce qui est vraiment étudié, c'est évidemment la qualité de l'innovation technique, mais aussi vraiment la question de stratégie d'entreprise, de business plan. Il faut être très axé marché dans cette présentation. Et enfin, des questions, et ce n'est pas toujours le cas, ici c'est le cas, qui ont trait à vraiment l'équipe que vous allez proposer autour de ce projet. Voilà, Florian, je te laisse la main. Merci Vincent. Donc effectivement, au cours de cette année et même les années précédentes, nous avons accompagné plusieurs clients sur l'EIC Accelerator et donc on vous propose aujourd'hui un petit retour d'expérience sur les différentes étapes de l'EIC. Donc sur l'approche globale de l'EIC, Vincent l'a déjà présenté. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est le projet présenté à l'EIC, c'est vraiment le cœur de l'activité de l'entreprise, le projet qui va vous permettre de lever des fonds privés également, puisque l'EIC intervient en tant que co-investisseur, et de devenir un champion à l'échelle européenne, voire mondiale. Donc c'est vraiment la stratégie de développement de l'entreprise qu'il faut présenter dans le dossier de l'EIC et c'est ce qui explique la constitution du dossier de candidature, on y reviendra par la suite, avec une description détaillée de toute l'innovation technique que vous avez, une forte orientation sur le marché et quelle est votre stratégie de pénétration justement sur vos marchés grâce à cette innovation-là et également un business plan détaillé sur 6 ans, donc 2 ans de projet maximum et 4 ans post-projet qui sont à détailler pour montrer en fait quelle va être l'ampleur de votre croissance grâce à ce projet-là. Donc par la suite, donc comme le disait Vincent, la candidature se déroule en 3 étapes. La première étape, c'est un dossier plutôt allégé avec donc un dépôt sur une plateforme en ligne, un questionnaire qui est à peu près équivalent à une dizaine de pages avec des réponses à caractère limité. Ça a son importance puisqu'il faut quand même essayer de donner un maximum d'informations dans le peu de place qu'on a pour pouvoir être sélectionné à la fin de cette première étape. Une présentation d'entreprise de 10 slides maximum et puis une vidéo de présentation de 3 minutes maximum. Donc sur cette étape 1, les conseils qu'on a par la suite sur la slide suivante. Donc sur le projet global, c'est important de bien définir le projet dès l'étape 1, même si c'est un dossier allégé, il y a une phase de go, no go suite à cette étape 1 et notamment dans le cadre de votre innovation, il est demandé de définir des cas d'usage. Donc, quelle est l'utilité de votre innovation? Il faut bien les définir dès le début et dès cette étape 1, puisqu'il faudra les détailler de façon très approfondie dans l'étape 2, notamment le dossier plus complet. Et il faut justifier sur ces cas d'usage à la fois la partie technique, à la fois la partie acquisition de compétences et compétences disponibles au sein de vos équipes et les débouchés commerciaux, la réponse aux besoins en fait sur vos marchés proposés grâce à ces cas d'usage. Également bien justifié dans cette étape 1, je le disais, il y a des réponses à caractère limité, mais c'est également un attendu en fait pour pouvoir être éligible à l'EIC, justifier le niveau de maturité de votre projet, qui doit être supérieur ou égal à un TRL 6, donc un niveau prototype. Il faudra bien justifier, il y a des questions pour cela dans le questionnaire de la plateforme, et bien présenter également votre marché et la concurrence présente au niveau européen et mondial,
De la même façon, vous devez mettre en avant le fait que vous pouvez devenir un leader au niveau européen ou mondial dans votre marché. Donc, il faut avoir une très bonne connaissance des tendances de ce marché-là et de la concurrence présente pour pouvoir justifier le fait que vous allez pouvoir acquérir une grosse part de marché sur votre marché. Sur la plateforme en ligne, quelques petits conseils techniques, si on peut revenir juste sur la slide précédente, merci. Quelques petits conseils techniques, pratiques. Donc, il faut s'identifier auprès de la Commission européenne avec la création d'un PIC number dès le début du montage du dossier, puisqu'il vous sera demandé. Donc, il y a une petite manipulation à faire assez rapidement, puisqu'il faut prévoir les délais d'attribution de ce PIC number au niveau de la Commission européenne. Comme je le disais, peu de place puisqu'on a à chaque question entre 500 et 1000 caractères pour pouvoir répondre. Par contre, les évaluateurs, sur la base de ce dossier-là, vont juger le projet dans son ensemble. Donc, il faut vraiment être concis et impactant, mettre en avant tous vos atouts sur la plateforme en ligne. Et comme le disait également Vincent, il y a une première phase de diagnostic, donc c'est une plateforme dite intelligente qui vous donne par rapport à vos réponses une estimation de votre projet par rapport à la moyenne des projets qui sont déposés. Vous pouvez compléter cette phase de diagnostic en amont pour juger par la suite de l'intérêt de déposer le dossier plus complet. Voilà sur la plateforme en ligne. Enfin, quelques petits conseils sur le PowerPoint. Mettre en avant donc dans les slides les défis à résoudre, comment est-ce que l'innovation va le permettre et surtout les débouchés commerciaux que vous allez avoir grâce au projet que vous présentez à l'EIC et qui sera donc financé par celui-ci. Mettre également donc la valeur ajoutée de votre technologie par rapport à la concurrence, la stratégie de protection intellectuelle également très importante pour la Commission européenne. Et puis, la partie équipe, on reste dans une optique d'investissement de la part de l'EIC. Donc, la partie équipe et compétences au sein de l'équipe est très importante. Pour la vidéo, donc c'est une vidéo de 3 minutes maximum en anglais et au mieux sous-titré en anglais, mettre en avant donc votre innovation, vos locaux, votre équipe, bien présenter les cas d'usage comme dans la plateforme. Vous pouvez faire intervenir jusqu'à 3 collaborateurs, si possible plutôt les cofondateurs de l'entreprise ou les directeurs de l'entreprise. Et c'est vraiment une vidéo qui doit être impactante comme sur la plateforme où vous montrez votre ambition et votre motivation pour devenir le leader de votre secteur. Il faut vraiment vous mettre en avant dans cette étape 1. Donc, suite à l'étape 1, il y a la phase de go, no go. Si vous avez donc 2 go sur 4 à la suite de l'étape 1, vous pouvez déposer un dossier plus complet à l'étape 2. Donc là, c'est un montage de dossier qui prend environ 2 mois, voire 3 mois, beaucoup plus complet. Donc, encore une fois, une complétion d'une plateforme, mais cette fois-ci équivalent à un document de 100, voire même 130 pages, où vous avez beaucoup plus de place pour les réponses aux questions, mais également beaucoup plus de documents détaillés, donc un document financier avec votre business plan prévisionnel sur 6 ans, une partie auto-évaluation sur la partie éthique et sécurité de vos données, le plan de gestion justement de vos données également acquises au cours du projet, la présentation de l'entreprise en PowerPoint, toujours 10 pages maximum, que vous pouvez modifier entre l'étape 1 et l'étape 2 s'il y a des changements dans la présentation du projet, et plusieurs annexes également, donc les analyses sur la propriété intellectuelle Freedom to Operate, les lettres d'intention et de soutien également des investisseurs privés qui vont venir en co-investissement avec l'EIC. C'est très important d'avoir un soutien privé et une levée de fonds prévue, puisque l'EIC se place vraiment comme un investisseur et pas un financeur qui va accorder des subventions. Il en accorde sur la partie R&D, mais il y a également toute la partie investissement. Et donc, l'EIC est destiné à rester au capital de l'entreprise pendant plusieurs années. Et enfin, des documents complémentaires sur votre projet. Quelques conseils pratiques pour commencer sur l'étape 2. Donc, je le disais, c'est un dossier assez lourd, donc il faut prévoir au moins 2 mois de montage pour pouvoir constituer un dossier assez solide et donc pouvoir anticiper l'étape 1 en conséquence. Les dates de dépôt données par Vincent en 2023, c'est les dépôts de l'étape 2. Donc, il faut prévoir l'étape 1 en amont, le délai de 1 mois environ entre
le dépôt de l'étape 1 et le retour de la Commission européenne, et puis toute la constitution de l'étape 2. Donc ça se prépare plusieurs mois à l'avance. Également, donc sur la plateforme en ligne, on le disait, c'est équivalent à 100-120 pages. Il vaut mieux remplir toute la plateforme, puisqu'elle se débloque au fur et à mesure pour pouvoir accéder à l'ensemble du formulaire et à l'ensemble des questions qui sont demandées et pouvoir les préparer en amont. Vous pouvez également, dans le cadre de l'EIC, solliciter un coaching. Donc là, ce sont des experts mandatés par la Commission européenne qui peuvent justement vous coacher un petit peu sur l'orientation de votre projet et qui vous coachent à hauteur de 3 journées complètes maximum, donc découpées en plusieurs demi-journées, sur tous les aspects. Donc sur les aspects innovation, sur les aspects marché également, sur les aspects propriété intellectuelle, etc. Vous pouvez orienter vos questionnements et donc c'est un coach qui va vraiment vous aider sur la constitution de ce dossier. Par contre, il y a des délais de préparation du coach, de signature avec la Commission européenne, etc. Donc dès que vous avez le retour de l'étape 1, il faut demander ce coaching-là pour pouvoir faire en sorte que le coach soit disponible dès la constitution du dossier de l'étape 2. Également quelques conseils sur les interlocuteurs et leur rôle au sein de l'entreprise. Donc il faut bien sûr impliquer l'ensemble de la direction de l'entreprise dans le montage et la prise de décision stratégique, puisque comme je le disais, c'est vraiment le projet phare de votre entreprise qui doit être présenté. Et il est conseillé d'avoir une personne qui va être chargée de la relecture, de la validation du dossier pour que ça soit uniformisé pour l'entreprise. C'est parfois difficile de suivre la logique dans toutes les questions de la plateforme, donc c'est très important d'avoir tous ces relecteurs. Enfin, rédiger au fur et à mesure sur la plateforme, puisqu'elle se déroule au fur et à mesure et ça évite de tout rédiger à la fin du montage. Et attention à l'anglais utilisé également, donc tout le dossier doit être en anglais. Il faut que ce soit compréhensible par tous les évaluateurs. Sur l'étape 2, quelques conseils également sur les différents documents à compléter. Donc sur la plateforme, vous allez avoir à l'issue de l'étape 1 le retour des évaluateurs qui ont évalué donc votre dossier allégé, qui vous font des conseils également sur l'étape 2. Vous y avez accès à ces conseils-là. Il faut bien les prendre en compte dans l'étape 2 justement avec la réponse aux questions qui peut être beaucoup plus développée. Également, sur la plateforme, c'est important d'avoir un fil conducteur sur l'ensemble de vos aspects, des aspects de votre projet et de bien clarifier le positionnement de votre innovation. Donc, c'est votre projet, votre entreprise, une vision, une stratégie, un marché. C'est vraiment que ce soit très fluide. Les questions ne sont pas forcément bien reliées entre elles sur la plateforme. Donc, il faut vraiment que ce soit clair pour vous en interne pour pouvoir par la suite bien répondre aux questions de la plateforme. Diversifier les arguments également. Il y a des questions qui peuvent être répétées sous plusieurs formes dans le formulaire en ligne. Donc, il faut que les arguments soient diversifiés mais cohérents entre eux, bien sûr. Un aspect important également dans le dossier, ça se répète dans l'étape 1 et même l'étape 3, c'est un peu l'effet waouh. Vous devez présenter votre entreprise comme le prochain leader sur votre marché. Donc, il faut vraiment mettre en avant en fait votre entreprise dans tout l'argumentaire qui est développé et dans la stratégie. Prévoir beaucoup de temps de rédaction également. Donc, on le disait, c'est une plateforme assez longue à remplir. C'est pour ça qu'on conseille de remplir au fur et à mesure et de ne pas tout rédiger à la fin du montage. Enfin, sur les autres documents, sur le business plan et le budget, développer un business plan qui soit cohérent avec votre stratégie de développement, avec vos moyens actuels, les moyens futurs et la levée de fonds que vous allez faire auprès de vos investisseurs privés et auprès de l'EIC. Bien distinguer donc les dépenses de développement qui pourront être financées sous forme de subventions jusqu'à 2,5 millions d'euros, des dépenses de commercialisation donc avec un TRL plus élevé où là ça sera donc l'investissement jusqu'à 15 millions d'euros de la part de l'EIC. Et il faudra bien prévoir dans le business plan également des retombées économiques dans les 4 années post-projet. Tous les projets ne permettent pas cela, mais c'est une demande de l'EIC de prévoir un retour sur investissement en quelque sorte dans le cadre du projet présenté. Sur leur PowerPoint, donc vous pouvez le mettre à jour par rapport à l'étape 1 avec les nouveaux chiffres et par contre, il faut faire attention puisque le PowerPoint qui sera déposé dans l'étape 2
sera le PowerPoint qui sera utilisé dans l'étape 3 de l'audition et il ne peut pas être changé entre l'étape 2 et l'étape 3. Donc, il faut vraiment que ce soit très cohérent par rapport à ce que vous avez mis dans le dossier. Enfin, les lettres de soutien avec les investisseurs privés, c'est très important de les obtenir pour le dépôt. Il faut les demander dès le début du montage de l'étape 2 pour prévenir les délais d'obtention auprès de ces investisseurs-là. Ensuite, donc, vous avez encore une phase de go-no-go suite à l'étape 2 avec trois évaluateurs, et il faut 3 go pour pouvoir accéder à l'étape 3. Donc, l'étape 3, c'est une audition auprès d'un jury. Donc, vous utilisez le même PowerPoint donc, que celui déposé à l'étape 2. C'est une audition de 10 minutes maximum. Il faut faire très attention à respecter le timing, sinon les jurés vous arrêtent. Et de 35 minutes de questions-réponses par la suite. Donc, pour la présentation, elles sont pour le moment en visioconférence. Donc, faire bien attention à tous les aspects pratiques de votre connexion. Respecter le timing imposé, donc je le disais, puisqu'il y a une coupure à 10 minutes pile de la partie présentation. Et dans ce cadre-là, il est conseillé en fait de mettre en scène aussi votre présentation. Donc, il peut y avoir 2 à 3 présentateurs qui vont donc présenter le support et répondre aux questions-réponses par la suite. Donc, il faut vraiment les mettre dans la même pièce, mettre en avant vos produits, vos innovations, puisque c'est en fait un oral comme une présentation devant des investisseurs privés potentiels. Donc, c'est vraiment cette optique-là qu'il faut avoir dans l'étape 3. Préparez votre discours en amont, bien sûr, pour pouvoir respecter le timing des 10 minutes. Et sur la phase de questions-réponses, donc répartir en amont la prise de parole entre les 2 à 3 personnes présentes. Donc chaque personne a ses domaines de compétences. Donc s'il y a des questions sur ce domaine de compétences-là, on sait directement qui répond et il n'y a pas de phase d'hésitation. Donc ça montre vraiment la coordination au sein de l'équipe, ce qui est très important également pour les jurés. Relisez bien l'ensemble du dossier puisqu'ils peuvent vous poser des questions très précises sur ce que vous avez indiqué sur telle ou telle question. Donc il faut bien avoir l'ensemble du dossier en tête, que ce soit bien clair pour vous lors de l'audition et préparer un argumentaire précis également, puisque suite à l'étape 2, comme dans le cas de l'étape 1, vous allez avoir des retours écrits de la part des 3 évaluateurs et ils pourront mettre en avant également l'argumentaire qu'ils peuvent attendre dans l'audition. Donc, il faudra préparer vos réponses dans ce cadre-là. Voilà un petit peu les conseils sur les 3 phases de l'EIC. Également, sur l'EIC Accelerator, vous pouvez être aidé par BPI France pour un accompagnement d'un cabinet de conseil comme DSC Consultants. Donc, vous pouvez être aidé sur la phase de prestation. BPI France finance à hauteur de 50% d'une prestation de 20 000 € maximum l'accompagnement justement par un cabinet dans le dépôt d'un dossier de candidature à l'EIC Accelerator. Donc, dans ce cadre-là, en fait, il faut choisir le cabinet qui va vous accompagner, qui est généralement référencé auprès de BPI France, obtenir une proposition commerciale de ce cabinet-là, faire la demande en ligne et puis obtenir la réponse. Tout cela, il faut le faire avant de contractualiser avec le cabinet, puisque la demande d'aide auprès de BPI France n'est éligible que si vous n'avez pas encore signé la prestation avec le cabinet. Et ensuite, une fois que vous avez signé, vous pouvez obtenir l'aide. Voilà sur les retours de l'EIC Accelerator. Donc, comme je le disais, on accompagne plusieurs clients sur ce dispositif de financement et même sur l'ensemble des dispositifs de financement qui ont été présentés au cours du webinaire. Donc, vous avez ici les interlocuteurs au sein de DSC Consultants, moi-même et Mathilde Petit, si vous souhaitez bénéficier de notre accompagnement sur ces dispositifs de financement. Je vous remercie. Merci Florian. Je pense que du coup c'est à l'Eurostars, Marie. Oui. Okay. Parfait. Alors là, on a parlé du coup de l'EIC, c'est-à-dire un dispositif pour les PME à fort potentiel de croissance qui veulent aller vers la commercialisation. Là, on va parler d'Eurostars 3. C'est la même logique, mais avec quelques différences qui sont évidemment majeures. Ici, on est dans le cadre d'un programme intergouvernemental. Donc, c'est financé par les pays, en l'occurrence en France par BPI France, et on est dans le cadre de projets collaboratifs. Voilà. Donc, comme je disais, c'est accès PME. Il faut que ce soit une PME d'un pays Eurostars qui soit en coordination.
Et on peut associer en général 2 à 5 partenaires d'un minimum de 2 pays membres Eurostars. Donc quand on dit pays Eurostars, en fait, c'est parce qu'il n'y a pas que l'UE, enfin que les pays de l'UE qui sont associés à ce programme. Et par exemple, on peut avoir un participant du Canada, d'Afrique du Sud ou de Singapour au sein de ce projet. Donc comme je disais, c'est des projets qui doivent aller vers la commercialisation. Donc c'est pour ça qu'on doit faire un projet de maximum 3 ans et démontrer qu'il y aura une commercialisation 2 ans après la fin du projet. Encore une fois, comme le lycée, c'est ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de thématique prédéfinie, mais il faut toujours s'inscrire évidemment dans les priorités, donc là particulièrement françaises, France 2030, mais qui correspondent évidemment, comme je l'ai déjà dit, hein, aux objectifs de transition écologique, digitale, indépendance énergétique, réindustrialisation, etc. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, comme je disais, le financement est national pour les partenaires français. Du coup, c'est via BPI France et pour les PME, c'est 40% des dépenses éligibles qui sont pris en charge. Pour les ETI, 30% et pour les laboratoires et universités, donc c'est 40% des coûts complets et en fait la limite change en fonction si on a une PME française au sein du projet ou non. Donc là, il n'y a pas encore les deadlines de 2023 qui ont été définis ou en tout cas publiés sur le site de BPI, mais on attend une ouverture du prochain appel pour le 6 janvier 2023 et une clôture pour le 9 mars 2023. Donc voilà, quelques petites choses sur lesquelles faire attention. Donc comme je disais, il y a une PME qui doit être leader du projet. Il faut bien faire attention aussi à ce qu'il y ait bien 50% du budget total qui aille à des PME de ces fameux pays de la liste Eurostars. Et autre chose, il ne faut pas qu'il y ait un trop gros déséquilibre entre pays. Il ne faut pas que ce soit du collaboratif transnational fantoche, je dirais. Il ne faut pas qu'il y ait 70% pour la France et 30% pour l'Allemagne, par exemple. Donc très PME, mais attention à l'équilibre de votre projet. Autre point, c'est que au-delà du financement, ça vous donne, enfin c'est pas à la PME, mais c'est le projet en son entièreté qui obtient le label Eureka, qui en fait est un label de qualité et qui permet d'avoir une certaine visibilité, ce qui est évidemment, pour aller vers la commercialisation, quelque chose de positif. Dans tous les cas, que vous soyez accompagné par le pôle, par DSC, par les deux, BPI en fait souhaite qu'on les contacte en fait avant de déposer le projet. Donc, on va être en lien avec Jeanne Andrade, donc qui gère ce dispositif chez BPI, et en fait aussi avec son chargé d'affaires innovation en région, ce qui va permettre de vraiment vérifier l'éligibilité et toutes les conditions pour pas aller préparer un dossier pour rien et pour préqualifier en fait l'éligibilité. Voilà. Donc faites attention à toutes ces conditions. Et je dirais aussi, surtout si vous êtes en coordination, faites bien attention à ce que vos partenaires dans les pays étrangers soient en fait autant au fait que vous sur leurs conditions d'éligibilité nationale. On a eu un problème avec un dossier où une PME était tout à fait au clair avec BPI, mais était avec un grand groupe espagnol qui devait être éligible et puis qui finalement ne l'a pas été. Donc si vous êtes en coordination, faites attention à ce que vos partenaires soient aussi en lien avec leurs financeurs nationaux. Voilà. Mais donc c'est un dispositif très intéressant parce que, comme je disais, la thématique est ouverte. Il y a un bon financement et même si c'est du collaboratif, c'est pas des projets tentaculaires. On reste sur 2 à 5 partenaires et on est sur quelque chose qui est proche du marché. Donc là aussi, je vous donne pas les détails ici, mais vous aurez le lien dans les slides. Il y a BPI France qui propose en fait un diagnostic partenariat technologique international qui est un peu dans la même logique que ce que Florian vous a présenté, mais tout simplement pour un projet collaboratif. Et là aussi, vous allez choisir un consultant qui vous accompagne. Et là aussi, vous allez pouvoir être aidé sur cette prestation. Voilà. Merci Vincent. On arrive donc à la conclusion. Pour terminer, on voulait vous citer donc quelques autres appels à projets qui sont ouverts et qui peuvent être intéressants, mais qu'on n'a pas présenté aujourd'hui. Le premier, c'est l'appel à projet Propulse de l'AIT.
avec un pré-dépôt, donc c'est un dépôt en 2 parties, un pré-dépôt le 17 octobre prochain et un dépôt final le 31 octobre prochain, donc ça va vite. Vous avez là 3 axes sur cet appel à projet. Le premier, c'est le transport durable, le second, c'est le partage de données, et le dernier, ça traite de multimodalité et d'intermodalité. Briques technologiques et démonstrateurs hydrogène, donc avec une clôture le 31 décembre prochain. Il y a plusieurs objectifs, pardon. Le premier, donc, c'est d'améliorer ou de développer des composants et systèmes liés à la production et au transport d'hydrogène et ensuite à ses usages. Ce sont des projets démonstrateurs de pilotes ou de premières commerciales qui sont attendus et qui vont permettre à la filière de se développer, structurer grâce à ces projets. Sont attendus des projets avec des budgets minimums de 2 millions d'euros et ça va jusqu'à 5 millions d'euros selon l'axe de l'appel à projet. Il y a plusieurs axes que vous pouvez retrouver sur le site. Avenir entreprise, donc là on est sur un appel à projet normand qui ressemble un peu à InnovUp que je vous ai présenté. Donc le but c'est d'aider au développement des PME et ETI de tout secteur et pour toute innovation, de la faisabilité à l'industrialisation, avec des financements de 100 à 500 000 euros. On a ensuite France 2023 soutien au déploiement de stations de recharge haute puissance pour le véhicule électrique, donc qui est ouvert jusqu'au 31 décembre 2024 cette fois-ci, avec des relevés les 1er janvier et 1er juin de chaque année. L'idée là, c'est de soutenir des projets de déploiement de réseaux de stations de recharge haute puissance qui vont être ouvertes au public. Il y a 2 sortes de candidatures, si je puis dire. Soit les territoires soit c'est métropole, soit c'est territoire. Les métropoles, donc vous savez ce que c'est, une définition très officielle, et ceux qui ne sont pas métropoles sont donc les territoires. Les financements peuvent être de 30 à 40% des co-éligibles selon qu'on est territoire ou métropole. Un petit point sur l'équipe, on est tous là pour vous accompagner s'il faut. Donc je ne vais pas revenir sur les spécialités de chacun, hein, mais vous retrouvez là donc un peu vos contacts selon votre thématique et ce que vous recherchez, c'est-à-dire soit un projet européen, soit un projet national, selon aussi par exemple si vous êtes en Normandie ou pas. Il y a Damaris, notre représentante normande notamment. Donc n'hésitez pas, comme Geoffroy le disait, les slides vous seront envoyés, il y a des contacts dessus, vous trouvez aussi normalement les contacts sur le site du pôle. On est là vraiment pour vous accompagner, notamment par la labellisation qui est à la fois un process d'accompagnement des projets. On va vous aider à bien définir votre projet, on va le relire, on va vous le confronter à nos comités d'experts du domaine qui vont pouvoir vous faire encore des recommandations. Donc l'objectif, c'est vraiment de vous aider à solidifier le projet. Et donc le deuxième aspect de la labellisation, c'est ce qu'on appelle la labellisation en tant que telle, plus le process, mais ce qui est le soutien officiel du pôle à votre projet, c'est-à-dire que si la communauté du pôle, les experts, jugent votre projet pertinent et solide, on va le soutenir officiellement auprès des financeurs. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous aider pour le projet via la labellisation. Je précise aussi qu'on a un service, disons, plus sur mesure, premium d'écriture de projet. Donc là-dessus, n'hésitez pas à vous contacter pour qu'on aille encore plus loin, pas seulement dans la relecture, les conseils et le travail sur votre projet, mais vraiment la coécriture ensemble. On peut vous aider là-dessus aussi. On va peut-être passer un moment de questions et réponses. Il nous reste 5 bonnes minutes. Je crois qu'il y en avait une, Vincent, qui était pour toi. Même 2, je crois. Oui, exactement. La première, donc, je vais peut-être les lire pour que, je ne sais pas si tout le monde les a sous les yeux. La première, c'était, je crois, sur Eureka, si je ne me trompe pas. Il était noté une fois que c'était pour les PME, une fois que c'était aussi une aide potentielle pour les ETI. Est-ce que, Vincent, tu peux repréciser quels sont les montages accessibles aux ETI ou pas? Je vous ai mis le lien de l'appel dans la slide. Les bénéficiaires éligibles, c'est toute entreprise innovante de moins de 2000 salariés et les partenaires académiques. Mon propos était de dire que c'est très axé PME, d'où la nécessité qu'une PME coordonne le projet et d'où la nécessité que les PME qui sont dans le projet couvrent entre elles 50% du budget total du projet. Voilà. Mais les bénéficiaires éligibles sont bien aussi les partenaires académiques et toute entreprise jusqu'à 2000 salariés. Voilà. D'accord, parfait, merci Vincent. Ça répond aussi à la seconde question. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat, mais je ne sais pas si certains d'entre vous veulent prendre la parole pour donner des précisions, si quelque chose n'est pas clair ou si vous avez besoin de détails qu'on n'aurait pas abordés.
Alors, ça peut être sur les appels européens comme sur les appels précédents, régionaux et nationaux, hein, si vous avez des points qui restent pas encore assez clairs. Alors, il y a une question. Bonjour, en ce qui concerne l'appel à projet Propulse, le programme Transport durable spécifie que le projet doit être au stade de prototype. Cependant, la description n'est pas très claire sur ce que définissent par prototype. Pouvez-vous m'éclairer? Alors, j'ai pas forcément en tête ce point, Geoffroy. Je ne sais pas si toi, tu as quelques éléments. Si Geoffroy, on entend. Non, c'est quelque chose sur lequel pour moi, on peut se c'est un démonstrateur, un démonstrateur, une première, un premier test de système. Donc, je ne vois pas trop quelles pourraient être les différentes définitions de prototype en fait. C'est à partir du moment où c'est pas un produit de série et que c'est un outil qui vous sert à valider votre système. Pour moi, c'est un prototype et donc ça peut être financé dans ce cas-là. Je ne sais pas si c'est plus clair pour les personnes qui... Oui, alors il y a un merci, donc je pense que oui. Merci, Geoffroy. Et il y avait une question également sur les fonds propres par rapport Oui, aux tout à fait. demandes d'aide. Et donc ça reste très classique, hein. Effectivement, pour obtenir de subvention, il faut avoir un fonds propre. Ça ne change pas. La question était revenue, mais Geoffroy l'avait bien en tête. Merci. Je ne sais pas s'il y a une dernière question, que ce soit par écrit ou si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Écoutez, j'imagine que c'est très clair. Écoutez, il me reste à d'abord vous remercier pour votre participation et un merci aussi Florian pour ces explications très claires et surtout d'expérience qui étaient très intéressantes, qui permet de montrer vraiment concrètement ce à quoi vous pouvez être confronté pour soumettre votre projet. Merci beaucoup. N'hésitez pas encore une fois à nous contacter si vous avez un projet, quel que soit son état de réflexion, donc pour qu'on en discute et on sera là pour vous accompagner pour le mener à bien. Voilà. Un grand merci, bonne suite de journée et à bientôt. Bonne journée. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Merci.